11 mars 1978 mourait pratiquement mystérieusement un des meilleurs chanteurs français qui a existé, Claude François. Aujourd'hui, la seule comparaison qu'il y aurait dans ce style-là serait le très beau chanteur et charismatique Frédéric François, qui a une voix exceptionnelle. Il est, c'est vrai, la seule comparaison qu'on peut donner de nos jours dans le même style et même registre vocal. Sinon, tous les chanteurs ont leur style, leur façon de s'exprimer, leur charisme. Vous savez que j'aime beaucoup d'artistes et que je ne suis pas limité dans mon amour. Bienvenue sur YouTube, dans cette émission du 16 août en pleine nuit, je l'enregistre spécialement pour vous. Et tout d'abord, j'étais absent pendant 10 jours et je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit. Je pense aussi à 2 courriers qui étaient inattendus que je viens de recevoir, Frédéric Dupont et Gabi. Alors Gabi, peut-être un diminutif de Gabriel qui peut dire, mais en tous les cas Gabi, un grand merci, bienvenue dans cette émission exceptionnelle qui va tourner un petit peu autour de votre lettre que j'ai reçue sur ma Gmail. Et Gabi nous fait des révélations sur la mort de Claude François, une révélation bien intéressante que j'ai voulu justement le plus possible documenter. Mais je peux dire que ce qu'elle m'a dit, évidemment, ne m'a pas sorti de ma série d'émissions, puisqu'il était prévu qu'on aborde certains sujets, mais peut-être pas aussi vite, bien sûr. Tout d'abord, je vais saluer l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis. Je voudrais chaleureusement et intimement vous remercier d'avoir popularisé cette chaîne. Et oui, 100 000 vues, on y est bientôt, et c'est grâce à vous. Voilà, je vais donc regarder le compteur général, mais je crois qu'on est à 100 000 vues très bientôt. Je remercie évidemment plein de gens, Cindy Daniel, que j'aime infiniment, Sophie Marceau, aussi très belle personne charismatique, Alessandra Martinez, la caverne de la Rose d'Or, que j'aime infiniment pour son aura, son magnétisme et sa très belle voix. Et puis d'autres personnes comme Upiko, une des meilleures chanteuses du Japon, mais en direct, la meilleure chanteuse, ça serait plutôt Kazusa Kitaguchi, qui est sans doute la meilleure chanteuse de direct au monde. Et c'est mes amis du Japon. Et je voudrais aussi remercier Junuchi, qui est une grande fan de Sophie Marceau, et qui nous suit également. À tous, bonjour ou bonsoir, selon le moment que vous verrez cette émission. Bien sûr, cette émission est dédicacée à un être que j'aime infiniment. C'est le fils de Claude François, c'est mon coco, c'est Claude François Junior, et c'est son petit frère Jean-Marc, que vous appelez Marc, mais méfiez-vous des noms et des prénoms. N'oublions pas que leur mère ne s'appelle pas Isabelle Forêt, mais Jeanne-Marie. Donc Jeanne-Marie, alors un grand bonjour Jeanne-Marie. Et là, si tu regardes cette émission, tu vas voir Jeanne-Marie qu'on va très loin dans la mort de Claude et que tu peux même pas t'imaginer ce qui va se passer dans le dernier épisode. Tu peux même pas te l'imaginer à ce jour. J'aimerais, c'est vrai, vous parler de ce dernier épisode qui arrivera à un moment donné et vous donner déjà quelques secrets, quelques clés de ce dernier épisode qui n'est pas pour maintenant. On a encore tellement de choses à voir dans sa mort qu'on ne va pas précipiter les choses dans un dernier épisode qui peut encore attendre. Vers le 200e épisode, puisqu'il y aura peut-être une petite rallonge, le dernier épisode, je vous en parle un peu, il y aura la photographie originale de la véritable applique qui a été trouvée dans les cartons et donc Valéry Giscard d'Estaing, président des Français à cette époque-là, en 1978, puisque Mitterrand arrivera au pouvoir qu'en 1981, donc lui il a vu une applique qui est sortie d'un carton et vous allez découvrir cette photo et c'est le tribunal qui a vu aussi cette photographie qui montre cette applique. Beaucoup de gens fantasment un petit peu une applique, elle est très fantasmée. J'ai même reçu une lettre où on m'a montré une applique qui n'est pas l'applique de Claude François, je l'ai expliqué. L'applique de Claude, elle n'est pas petite, elle n'est pas noire, elle ne possède pas des pinces. Ce n'est pas une applique qui venait de sa chambre, qu'il aurait raccordée ou qu'il aurait peut-être clipsé sur son rebord de baignoire. Il s'agit, selon la version officielle, d'une applique qui était dans un mur,
Selon certaines personnes, elle n'a jamais été là. Selon d'autres, elle était là depuis très peu, puisque Vinbuggy dira depuis quelques mois seulement. Et puis selon d'autres personnes, elle était là depuis 1974. Mais nous avons vu une photographie que dans le miroir en 1975, elle n'y était pas, cette applique. Elle n'y était pas. C'est bien le problème. Il n'y a rien du tout en face, même pas un trou dans un mur qui pourrait la fixer. Dans cette dernière émission, je vous en parle un petit peu avant de commencer celle-ci, nous aborderons, c'est très très important, cette photographie. Enfin, vous allez pouvoir découvrir à quoi elle ressemble, ou elle n'est pas différente des autres appliques qui étaient à l'hôtel particulier, parce que le problème de cette applique murale de salle de bain, c'est qu'elle ressemble à l'identique à toutes les appliques qui étaient à l'hôtel particulier. Étrangement, parce qu'on doit le dire, c'est important, la seule applique dans l'appartement de Côte-François qui ressemblait à celle de l'hôtel particulier, c'est justement celle-ci. Et d'ailleurs, c'est à croire que cette applique s'est toujours trouvée à l'hôtel particulier, puisque après la mort de Claude, le tribunal avait interdit que cette applique soit remontée sur un mur. Déjà moralement, c'est pas correct. Et puis si quelqu'un s'électrocutait de nouveau, vous imaginez le drame national. Quelqu'un est mort avec la même applique que Claude a touché. Donc le tribunal, par précaution, avait interdit formellement et par décision des juges que soit remontée un jour cette applique. Et la police va faire tout le contraire. Ils vont désobéir au tribunal, remonter cette applique sur le mur de l'hôtel particulier. Mais ce qui est très très gênant, c'est que l'applique en question, en effet, on ne peut la remonter qu'à cet endroit. C'est quand même le petit problème de l'histoire. Cette applique, on ne peut la remonter qu'à cet endroit, elle ne va que dans ce décor-là. Et quand on regarde évidemment les dispositions de Claude François sur notamment la décoration qu'il avait fait à l'hôtel particulier, on trouve comme par hasard quelques informations qu'il y avait une série d'appliques qu'il avait achetées pour l'hôtel particulier et qui ont été montées à l'hôtel particulier et pas chez lui. Et comme par hasard sur un registre, j'ai trouvé le numéro d'applique qui est concordante à une applique qui était installée sur le mur de l'hôtel particulier. Et donc à ce numéro, nous savons qu'elle n'a jamais été installée dans sa salle de bain. Mais pourquoi alors cette applique se retrouve dans la salle de bain le jour de sa mort? Encore une énigme dont notre série d'émissions s'efforcera de répondre. Parfois à travers Valéry Giscard d'Estaing qui ouvre auprès de France Dimanche son incroyable enquête qui était beaucoup plus longue que le vague contenu qu'il donnait parfois dans des émissions où il parlait brièvement de Côte-François. Cette dernière émission, je vous en parle un peu, aura lieu dans quelques mois. On verra quoi dans cette dernière émission? On verra l'applique, enfin, vous saurez à quoi elle ressemble, parce que beaucoup de gens fantasment cette applique. J'ai reçu une photographie oui, sur ma Gmail, ce n'est pas l'applique qui a tué Claude, elle n'est pas noire, elle n'est pas petite, elle n'était pas cachée dans un vêtement sur le sol comme certaines personnes pensaient l'avoir vue. Non, non, c'est une illusion d'optique entre les sangles en cuir et les deux bouclettes donc qui attachent les sangles, puisque Claude avait un vêtement dans sa salle de bain, et cela créait une illusion d'optique comme une petite applique. Mais la vraie applique, elle est très grande, très lourde, dira Marie-Josée, c'est pour ça qu'elle penchait, et surtout, elle est brillante comme l'or, même si ce n'est que du cuivre. Elle n'est pas de couleur noire. C'était à dire aussi. Dans cette dernière émission, que je parle un petit peu à l'avance, comme ça vous connaîtrez un peu le contenu final, on pourra voir la photographie inédite que les juges ont vue sur la défection. Il y avait une défection dans cette applique. On voit un fil tourné sur lui-même. On voit un fil et pas deux, et qui est tourné sur lui-même. J'ai montré la photo à un électricien professionnel et il m'a dit cette observation que pour que le fil soit tourné comme ça sur lui-même, c'est que l'applique a tourné sur elle-même à 365 degrés de nombreuses fois. Oui, de nombreuses fois, peut-être 7 ou 8 ou même 10 fois avant que se produise une telle chose. On imagine mal Claude tournant cette applique à 365 degrés au moins 10 fois pour que le fil soit exactement de cette manière, puisqu'il est, et oui, il tourne sur lui-même de nombreuses fois.
c'est l'observation de l'électricien. Donc personne ne ferait ça. Et puis une autre observation, les fils en monophasé sont pas si simples à dénuder. Même en bougeant une applique qui serait de travers, c'est très très dur à dénuder. Un électricien est dans l'obligation d'utiliser une pince coupante à base de lame de rasoir. C'est donc pas facile de couper des câbles monophasés. Les câbles, si vous voulez, sont très durs. Ils résistent à la chaleur, ils ne fondent pas. Donc comme ils sont pas mous, ils sont très difficiles à couper. Il y a des câbles qui sont plus faciles à couper, comme les câbles de votre casque stéréo, qui sont des câbles très très mous que vous pouvez arracher avec les dents. Mais un monophasé, c'est très très dur à couper. On a besoin d'une pince que les électriciens utilisent à base d'une lame de rasoir, et ils en utilisent d'ailleurs plusieurs systèmes de pinces. Voilà, donc vous savez un petit peu ce qui se passera dans cette dernière émission, et maintenant je ne vous fais plus attendre pour celle d'aujourd'hui, pas la précédente, mais c'est quand même la suite de la précédente. Tout d'abord, bonjour à Frédéric Dupont. J'ai reçu votre lettre et vous avez touché mon cœur puisque pendant plusieurs jours, je n'ai pas vu ma Gmail et je n'ai lu aucun courrier. Et je suis tombé sur votre courrier qui m'a intéressé. Sur les médicaments, Frédéric me parle que oui, Claude pourrait en effet, il ne le dit pas clairement, mais être mort, on va dire d'une overdose, cette overdose médicamenteuse, où beaucoup de gens pensent que c'est quand même une possibilité, beaucoup de gens le pensent, et puis, évidemment, l'assassinat, on devra parler d'assassinat aussi à un moment donné, on n'y est pas encore, et dans cette émission, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de Gabi, une lettre que j'ai reçue, et je vais tout d'abord m'adresser à Gabi. Alors un grand bonjour Gabi ou bonne nuit, quelle que soit l'heure où vous regardez cette vidéo. J'ai lu attentivement votre lettre qui est vraiment très intéressante. J'ai été très touché par le contenu et surtout par la valeur de l'information. Je suis étonné de voir que des gens me contactent sur ma Gmail et me parlent de la mort de Claude François comme si finalement qu'ils l'avaient bien connu. Quand je lis cette lettre, je me dis, mais Gabi devait connaître Claude François, c'est pas possible, parce qu'elle nous donne des informations très précises, dont moi je possède évidemment des éléments qui me permettent, quand je reçois un de vos courriers, de confirmer ou pas si vous me dites la vérité. Mais évidemment, comme cette série d'émissions est longue, j'ai pas encore tout dit. Et donc quand je reçois une lettre qui dit un petit peu à l'avance ce que je vais dire, je dis quand même chapeau. Et c'est là où on voit qu'à l'époque, dans l'enquête sur sa mort, tout n'a pas été fait correctement. On peut dire que les juges quand même ont fait du bon boulot, puisque c'est les juges qui ont interdit que l'applique soit remontée sur un mur. Je pense que c'est une grande prudence. Imaginez qu'un enfant s'électrocute. Bon, et quand la police fait tout le contraire, contre un ordre donc du tribunal, ce qui est très grave, ce qui prouve que la police ne croyait pas vraiment à l'histoire de l'électrocution. En tout cas, ils n'y croyaient pas du tout, parce que remonte-t-on sur un mur une applique criminelle? Enfin, personne ne ferait ça. Et poser la question à vos policiers d'arrondissement ou à des pompiers, on va vous dire non, s'il y a un ordre du tribunal, on n'exécute pas une telle chose. C'était à dire aussi. Il y aura dans cette émission une note d'espoir avec 2 rushs d'interviews, justement un de Marie-Thérèse et puis un autre rush de la sœur de Claude François, donc que je salue bien. Donc Marie-Josée, j'aime bien t'appeler par ton vrai prénom, par tes vrais prénoms. Claude avait beaucoup de mal à l'appeler Marie-Josée parce que petit il écorchait son prénom. Donc Marie-Josée, il n'arrivait pas trop quand il était petit à prononcer, pourtant Claude avait un bon cerveau. Mais très très vite, il va se familiariser dans plusieurs langues quand même. Italien, anglais, arabe, il parlait quand même 5 langues. Pas tout à fait couramment pour certaines, mais il les parlait quand même à peu près correctement. Claude François, 11 mars 1978, meurt à son domicile. Et Gabi m'envoie une lettre très précieuse dont j'ai vu un contenu très riche, très enrichissant pour l'esprit. Elle me dit, et comme si qu'elle l'avait toujours connu, que 3 jours avant sa mort, 2 ou 3 jours, on va dire 3 jours, mais peut-être simplement 2, mais ça serait plutôt 3 bien sûr, puisqu'il était à l'Aiselin 3 jours, mais ça pourrait être 2, parce que parfois Claude téléphonait pour prendre des nouvelles de Paris, donc on va dire 2 à 3 jours.
elle me dit que Claude, à un moment donné, a dû parler à quelqu'un et réclamer de l'argent qu'on lui devait, parce que quelqu'un lui devait une somme d'argent assez importante. Cette personne ne remboursait pas et Claude aurait menacé cette personne de la dénoncer pour le lundi 13 mars s'il ne récupérait pas son argent. Il laissait 2 jours ou 3 pour que cette somme d'argent lui soit restituée. Il en avait besoin pour sa tournée de 1978 où il était à sec. Gabi me dit que Claude avait quelques réserves financières secrètes. Donc tout d'abord, on parle de la réserve de finances. Claude disposait toujours d'un petit peu de fonds financiers qui n'étaient pas énormes. On ne va pas dire qu'il était très riche, il avait quelques fonds, heureusement, pour manger, se vêtir, pour aller dans un bon restaurant. Il avait toujours une petite réserve d'argent, c'est la vérité. Et je réponds à votre courrier, mais oui, c'est vrai, et je ne peux pas vous cacher la vérité. Quand vous m'écrivez aussi bien, je vous réponds aussi bien que votre lettre. Il avait une petite réserve d'argent, mais attention, pas tout à fait énorme, puisque le 11 mars 1978, on ne comprend pas pourquoi, à environ 35 minutes ou 40 minutes de sa mort, il décroche lui-même son téléphone, il l'appelle, donc on peut penser que c'est Alain-Dominique Perrin, parce que c'est lui qui gérait ses affaires, et on ne voit pas qui d'autre, ou alors quelqu'un de très proche, un secrétaire qui est en contact avec lui. Claude n'est pas très rassuré, il s'inquiétait justement ce jour-là, on va dire une demi-heure avant sa mort, peut-être 45 minutes, c'est difficile à dire, on ne peut pas non plus être dans un timing très précis, surtout sur un coup de téléphone, alors là c'est compliqué. Tout le monde ne regardait pas sa montre, c'est ça que je veux dire. Chacun était occupé à ses occupations, Marie-Thérèse sur une terrasse en parlant à Kathleen. Kathleen était aussi à faire du ménage dans l'appartement, etc., etc., bien que ça n'a jamais été son rôle, puisque le ménage était toujours fait par la femme de ménage. Ainsi, on est étonné que Kathleen, le 11 mars, a effectué du ménage avant l'arrivée des pompiers et de la police, nettoyant nickel et la salle de bain et la cuisine. C'est peut-être justement parce qu'elle a nettoyé la salle de bain et la cuisine qu'on ne trouvera aucune empreinte. Même pas sur la bouteille de shampoing qui prouverait que Claude a pris un bain ce jour-là. Une salle de bain sans empreinte, c'est un peu particulier pour un homme qui prend un bain, soi-disant à cette heure-là. Mais soit, elle a peut-être tout nettoyé, mais bon, faire un nettoyage avant l'arrivée de la police, faire un nettoyage avant l'arrivée des pompiers, un nettoyage avant l'arrivée de l'ambulance, c'est peut-être pas vraiment ça qu'on doit faire. On doit plutôt s'occuper de la personne plutôt que tout nettoyer. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien à nettoyer, c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y avait à nettoyer? Pas grand-chose. D'ailleurs, c'était bien nettoyé, tout avait été bien nettoyé. La sœur de Claude François explique qu'elle a trouvé étrange que son petit frigo arabe était nickel, super bien nettoyé. Qu'y avait-il dedans pour que tout le monde, enfin tout le monde, on sait que c'est Kathleen, mais une personne ou tout le monde ait nettoyé, seul ou en commun, ce petit frigo qui devait contenir généralement des pâtisseries, mais qui pouvait contenir aussi certains types de médicaments qui restent au frais des températures précises, qu'on ne peut pas prendre dans des températures trop chaudes car ils se détériorent. Mais immédiatement, Marie-Josée, quand elle arrive au domicile, elle dira « Quelque chose m'a gêné, ce petit frigo, il n'aurait pas dû être vide. Claude mettait toujours ses pâtisseries arabes dedans. Et pourquoi il était si propre aussi ?» Elle ne comprenait pas un frigo si propre. Elle l'avait d'ailleurs jamais vu si propre, puisque Claude utilisait son petit frigo arabe et il nettoyait pas beaucoup son frigo. C'était sa femme de ménage qui le faisait. Le samedi, elle n'était pas là. Elle était en congé samedi et dimanche, et donc elle ne pouvait pas laver ce frigo avant lundi. C'était un petit frigo arabe à ne pas confondre avec le grand frigo principal. Pour elle, elle n'avait jamais vu ce petit frigo aussi propre parce que Claude, c'était pas son style de faire du ménage. Pour rien au monde, il aurait fait du ménage. Au contraire, même son lit, il n'aimait pas le faire, même si souvent il l'a fait lui-même. Quand il n'avait pas le choix, mais avec tout ce qu'il avait, les agendas chargés, des réveils parfois tardifs, c'est vrai, midi ça arrivait, et même plus tard. Donc il est évident qu'avec de tels réveils, il ne faisait pas son lit, il partait directement travailler après une douche. Ce qui est important, c'est la lettre de Gabi.
Elle ajoute dans cette lettre que Claude aurait menacé une personne autour de lui, que si tout n'était pas réglé au plus vite d'ici quelques jours, il serait dans l'obligation d'aller dénoncer donc à la police ou peut-être ailleurs, mais généralement c'est une plainte de police, la personne et demander le remboursement, une somme d'argent assez importante pour que ça mérite une plainte. Tout d'abord, on doit savoir que Claude prêtait de l'argent. Je vous confirme, Gabi, que vous dites la vérité. Oui, il a souvent prêté de l'argent. Il a fait parfois simplement des avances. Une avance financière n'est pas prêter de l'argent, puisque c'est une avance sur les salaires des Claudettes, et cette avance va être retirée au fur et à mesure que les Claudettes travaillent. Donc ce genre d'avance dérangeait pas trop Claude, parce qu'il savait que s'il faisait une avance, de toute façon il pouvait la retirer à sa guise. En disant tu me rembourses pas, c'est pas grave, tu vas travailler comme Claudette gratuitement. Claude avait très peu de difficultés entre les Claudettes et lui, très peu de problèmes d'argent en réalité, parce qu'il avait, et on publiera son carnet intime, il avait un carnet intime que je vais publier sur YouTube, avec toutes les signatures dans ce carnet, qui prouvent qu'il payait des forfaits. Sur ce carnet, on voit la signature de Prisca, hein. Ah oui, 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 on voit sa signature. On voit la signature de toutes les Claudettes. Elles signaient juste à côté de leur nom et elles confirmaient qu'elles acceptaient donc un forfait de par exemple 350 francs nouveaux, parce qu'il y avait les anciens francs, donc nouveaux. Donc 350 francs. 350 francs, c'était pas beaucoup pour 5 Claudettes. Ça leur faisait peu d'argent, vous comprenez. Et c'était divisé en forfaits. Claude avait établi des forfaits financiers, ainsi il payait beaucoup moins cher les Claudettes qu'au prix où il devrait les payer. Son idée de forfait, c'était son idée, c'était pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, Katie dira dans une vidéo très rare, qui était une vidéo enregistrée je crois en 1979, qu'elle n'a pas gagné d'argent avec Claude François. Elle n'a pas gagné d'argent. Elle expliquera que dans la mode, on gagnait beaucoup plus d'argent qu'avec Claude. Avec Claude, on n'était pas payé. Elle l'expliquera. Je ne sais pas si aujourd'hui, elle aurait le courage de redire exactement ce qu'elle a dit, parce que j'ai la vidéo. Donc si vous me dites que je vous raconte des blagues, attention, j'ai les vidéos. Tout ce que je raconte, j'ai les vidéos. Katie ne gagnait pas d'argent, Claude n'était pas très très généreux, des forfaits cassés à 350 boules, 350 francs, c'est vraiment peu à cette époque-là. C'était peu parce que qu'on comprenne quand même. Hein, à la date du 11 mars 1978 et qu'on revienne même un an en arrière, est-ce que vous savez ce que c'est que 50 francs? 50 francs, je vais vous dire ce que c'est. Dans un magasin arabe de l'époque, vous pouvez tenir une journée de nourriture. Ça vous fait un gros panier de nourriture pour une journée. Aujourd'hui, 50 francs, ça fait plus rien du tout. Ça fait 3 kilos de bananes, je vais vous faire rire si c'est des bananes françaises. Et un bon sandwich et puis une boisson, on arrive vite à 50 francs. Mais à cette époque-là, 50 francs, c'était quand même beaucoup, ça faisait un beau panier de nourriture. Mais c'était quand même très peu, la vie avait déjà beaucoup augmenté. Et je me souviens, à cette époque, ma voisine, qui était rentrée en colère, expliquant qu'avec 50 francs, elle avait un sac vide. Et j'avais constaté qu'elle n'avait pas grand-chose. Et je vous parle ça, c'était en 1977, c'était l'été. Et elle n'avait rien du tout dans son sac, et elle avait payé 50 francs, et elle disait que la vie avait déjà beaucoup augmenté. Déjà, à cette époque-là, on était passé aux nouveaux francs, et les gens comptaient encore aux anciens francs. Donc pour eux, ils n'arrivaient pas à s'y retrouver. Ils étaient un peu pigeonnés, comme on a pu l'être avec l'euro. On y perd beaucoup en euros puisqu'on n'a pas la monnaie allemande, où les Allemands gagnent mieux leur vie que nous. Mais critiquons pas, j'aime bien les Allemands, j'aime tout le monde. Je ne suis pas raciste et de personne. Oui, Gabi, Claude a parfois lui-même emprunté de l'argent pour ses banques, auprès de ses banques. Et oui, parfois il a été obligé d'emprunter. Hein, croyez pas qu'il s'est tout payé non plus comme ça, cash. Parfois il empruntait de l'argent. Parfois c'est lui qui servait finalement de finance et de caisse. Oui, il prêtait de l'argent. Donc quand Marmaduke se tire, Marmaduke, moi je prononce selon les langues et l'endroit, parce qu'il était anglais, quand il se tire avec la caisse, il est évident, quand Marmaduke se tire avec la caisse de 50 millions, Claude n'est pas content. Et
il avait l'habitude, le chauffeur anglais, régulièrement de piquer un peu d'argent à Claude. Ça devenait un peu régulier. Le problème est qu'il prenait des sommes d'argent assez importantes, 25 millions, 30 millions, 50 millions d'un coup. On peut parler d'un hold-up. C'est le jour où, dans la voiture, Claude ne retrouve plus la recette, une des recettes du spectacle. Et il ne retrouve plus tout l'argent qu'il avait amené avec lui. Au total, 50 millions, donc qu'il ne retrouve plus. Marmaduke fait croire qu'il a perdu la recette, puisque c'est lui qui devait être gardien de cette recette. Et puis Claude se méfie un peu de Marmaduke et décide de fouiller la voiture. Et puis il demande à Marmaduke de se lever du fauteuil de chauffeur et il découvre sous ses fesses qu'il avait caché des grosses liasses de billets pour 50 briques quand même. Donc il avait les fesses bien au chaud de 50 millions. Claude, malheureusement, a parfois été pigeonné dans sa vie, je réponds à Gabi, et il est vrai que ce genre de comportement n'était pas nouveau autour de lui. Des gens l'ont un peu pigeonné ou ont profité de lui. C'est pour ça qu'on n'a jamais compris son esprit un peu égoïste avec les Claudettes, de dire je ne vais pas vous payer 50 francs de plus parce que vous ne les méritez pas ou parce que on va plutôt faire un forfait où je vais vous diminuer votre argent et puis vous n'avez pas à vous plaindre. Et puis si vous n'êtes pas contente, il y a 50 Claudettes qui attendent votre place. Claude n'était pas méchant, puisque je l'ai dit, c'est un garçon qui était capable d'amour, de gentillesse, de compassion et d'humanité, capable d'offrir un sandwich à un clochard ou même le restaurant. Mais il a parfois fait et dit du mal à des gens qu'il aimait lui-même. Il adorait France Gall, il l'aimait plus que tout au monde, et tout ce qu'il a pu lui dire de méchant alors qu'il l'aimait n'avait aucun sens, ça n'allait même pas avec sa propre personnalité et son propre amour pour elle. Puisque si on regarde réellement ce que pensait Claude des années après sa rupture avec France Gall, il pensait finalement que sur le coup de la colère, il avait dit des choses sur le coup de la colère, mais qu'il avait un tel amour pour elle que tout ce qu'il avait dit était pour attirer l'attention. Et ça n'a pas marché. France Gall ne s'est pas laissé pigeonner. Son vrai prénom, c'est Isabelle Geneviève Marie Anne Gall. Vous voyez que je connais tous ses prénoms. Elle ne s'appelle pas France, elle s'appelle Isabelle. Alors ça fait drôle parce que Claude François appelait Jeanne-Marie, la mère de ses deux fils. Il l'appelait Isabelle, la seule Isabelle qu'il a connue. Vraiment la seule qu'il a aimée, c'est France Gall, Isabelle, Geneviève, Marie, Anne Gall. Vous connaissez tous ces prénoms maintenant. D'ailleurs, quand moi j'ai vu France Gall, je l'ai appelée Isabelle. Et pas du tout France Gall, puisque je l'ai vue sur une plage avant sa mort. On a parlé 20 minutes ensemble. Je l'ai appelée Isabelle. Je ne l'ai pas du tout appelée France Gall. Non, moi je l'ai appelée par son vrai prénom. Elle est la fille de Robert Gall, pour ceux donc, qui ne savent pas qui est, c'est le père de la Mama, de Charles Aznavour. La chanson La Mama. Oui, Gabi, je vous réponds, bien sûr que Claude était dans cet esprit que l'argent avait une valeur malgré tout, mais il dira tout au long de sa vie que l'argent pour lui n'était pas une finalisation de quoi que ce soit. Parfois, quand il n'en avait pas, il était plus heureux que quand il en avait, et quand il avait de l'argent, parfois il était malheureux, parce que tout le monde tournait autour de lui pour ça et pas pour autre chose. Et parfois, que ce soit l'amour ou autre, cela le gênait. D'ailleurs, une des fans de Claude François révélera que Kathleen était un petit peu intéressée par la fortune de Claude François. Quand Claude a confié à une de ses fans, qui était sur un palier, qui était rentrée boire un chocolat au lait, puisqu'il recevait des adolescentes chez lui, pas forcément pour plus que parler, n'imaginez pas toujours le pire, ou le meilleur, parce que ça a peut-être plu à plus d'une, mais en tous les cas, un jour il se confie devant une tasse de chocolat au lait. Claude aimait bien Poulain, c'était une de ses marques préférées. On trouvait donc, je vous le dis, puisque je connais la salle de bain et la cuisine de Claude François, dans sa cuisine, on trouvait le chocolat Poulain. Ça, c'est une chose que vous ne savez pas. Et des bouteilles de Volvic. Mais donc il préparait une tasse de chocolat Poulain, qui était d'ailleurs en plus très populaire à l'époque, et puis un petit peu de lait, etc. Et un jour, il confie à une fan, parce qu'il avait du souci, elle a vu qu'il avait du souci, il lui explique qu'il est de moins en moins à l'aise avec Kathleen et qu'il ne sait pas s'il ne va pas la quitter,
parce qu'elle lui a réclamé de lui offrir un appartement dans Paris. Et il lui a expliqué qu'en ce moment, il ne peut pas. Oui, mais il avait offert un appartement à Sophia, son ex-amour. Et pour Kathleen, il devait lui faire un geste de reconnaissance pour qu'elle sente qu'il était sincère dans son amour pour elle. Mais une sincérité liée à un bel appartement en plein Paris, c'est quand même une sincérité qui ne va pas avec la vie de Claude François et même par où il est passé, ou pour se payer son propre appartement, c'était pas si évident non plus de passer de la misère à dormir par terre jusqu'à dormir dans un lit bien chaud et bien douillet. Alors, pardon, je me recoiffe. Alors, on doit le dire, et c'est très important, qu'il y a eu plein de personnes qui ont profité de lui, mais on doit exclure, et c'est très important, les Claudettes. On doit exclure toutes les Claudettes. On sait qu'une seule Claudette était parfois un peu plus gourmande que les autres, c'est Dany Borg. Donc moi j'appelle Sylvia Borg. Parfois elle demandait une avance au comptable et justement elle avait vu Claude, est-ce que je peux avoir une avance? Bon, elle avait des problèmes d'argent, elle avait plein de problèmes, Borg, beaucoup de problèmes d'argent. Et Claude lui disait, bah écoute, tu vas voir mon comptable, il va te faire une avance, ne t'inquiète pas. Il était quand même assez gentil, mais cette Claudette ne nous a jamais dit si un jour Claude lui a refusé une avance. S'il a dit non, cette fois-ci c'est non. Ça, on aimerait bien être informé, et ça serait dommage que ce soit moi qui informe de ça plutôt qu'elle parle un peu de sa vie et que je ne parle pas à sa place. Ça ne serait pas intelligent de violer la vie privée des gens. Ce que l'on doit comprendre, c'est que généralement Claude a toujours dit oui à ses Claudettes. Mais peut-être que une fois ou deux, il a dit non, pas cette fois-ci. Alors, ça c'est aux Claudettes de répondre. C'est à Nadine Ligneron, que vous appelez Prisca, de répondre. Si elle avait des avances, combien elle avait d'avances financières. C'est à Nathalie Cloclo. Nathalie, bonjour Nathalie, à vous de poser à votre amie Prisca les bonnes questions. Claude, donnait-il des avances financières à Prisca? Jusqu'à quelle somme étaient ces avances? 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs? Les Claudettes avaient-elles un compte au rouge, un compte crédit où elles devaient beaucoup d'argent? Parlez-nous de tout ça parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui intéresse le public qui consulte notre chaîne et qui consulte par notre chaîne aussi la vôtre, comme votre public consulte la nôtre aussi. Il y a comme un partage du public qui n'est pas désagréable. Si vous voulez, je dis que les avances que Claude faisait financières à ses Claudettes me gênent un petit peu. On sait que les Claudettes n'ont pas réussi à revendiquer leurs droits. C'était quand même des droits qui étaient très importants où les tribunaux leur ont donné tort. On a du mal à croire qu'on puisse donner tort à des gens qui sont quand même dans les films, qui apparaissent avec lui, qu'elles ont droit à rien. On a du mal à comprendre ce mécanisme, qu'elles auraient le droit à rien parce qu'il y a des lois, qu'elles doivent au moins justifier d'une feuille de salaire. Mais Claude déclarait personne. Personne n'a jamais eu de fiche de paye, presque personne. On peut parler de quelques noms, comme Geneviève Leroy, qui, elle, était déclarée, mais pas les autres. Les autres n'étaient pas des gens forcément déclarés. C'est pour ça que quand Marie-Thérèse nous explique qu'elle était attachée de presse de Claude-François, je dis Marie-Thérèse, si la police te convoque, et ça n'arrivera pas, puisqu'il y a prescription aujourd'hui de tout ça, qu'est-ce qu'il te dirait? Votre fiche de paye d'attaché de presse, on l'attend. Alors tu travaillais pour lui? Oui, ben t'as pas de preuves. Hein, oui. Mais le problème dans la mort de Claude-François, c'est que vous dites qu'il est électrocuté. Vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez aucune preuve qu'il est mort électrocuté, il n'en existe aucune. Et il existe si peu de preuves qu'il est mort comme ça que Valéry Giscard d'Estaing a été dans l'obligation, pour clore l'enquête en pleine nuit, de demander une autopsie de Claude-François qui sera refusée par la famille François. Un mystérieux refus qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui. Mais refuser une autopsie, c'est refuser une prise de sang. Et une prise de sang, c'est évaluer la toxicologie d'une personne, prise de drogue, prise de cocaïne ou prise de médicaments. Et c'est bien le problème, c'est que ils nous disent qu'il est mort électrocuté, mais il n'y a rien qui prouve que leur version est vraie, et plus on va en profondeur, plus on arrive à prouver que rien n'a jamais été vrai,
et peut-être même pas sa mort lui-même, parce que dans cette émission, il y a un petit peu une lueur d'espoir. J'ai voulu vous en donner un petit peu. Une, deux, pourquoi pas. On va voir ça en détail et on va voir une première vidéo, si vous me le permettez, de la très belle et charismatique, ah oui, elle est jolie, je parle de Marie-Thérèse. J'enlève donc la photographie de Thérèse et écoutons ce qu'elle nous dit. Je passe en boucle cette vidéo. J'ai jamais pensé que il pouvait être mort ou que ce soit... Très sincèrement, j'ai même pensé qu'il en rajoutait pour se trouver des excuses à son retard, encore une fois. J'ai jamais pensé qu'il pouvait être mort ou que ce soit... Très sincèrement, j'ai même pensé qu'il en rajoutait pour se trouver des excuses à son retard, encore une fois. J'ai jamais pensé qu'il pouvait être mort ou que ce soit... Très sincèrement, j'ai même pensé qu'il en rajoutait pour se trouver des excuses à son retard, encore une fois. J'ai jamais... Donc, je replace sa photographie, un rush vidéo très très important, très rare, hein, très rare petit passage, profitez-en. On découvre Marie-Thérèse, qui a quelques rides mais qui est encore très très belle. Vous savez que Marie-Thérèse, selon moi, a toujours été beaucoup plus belle que Kathleen. Et si nous voyons les photos de 1978, elle était sacrément belle, Marie-Thérèse. Et on peut peut-être comprendre qu'une fille aussi belle, parce qu'attention, elle était très mannequin à cette époque-là, des cheveux, un visage parfait, très très fine de visage, on peut comprendre qu'elle avait les clés du bas de l'immeuble et les clés de son appartement. Voilà, toutes les filles de Paris n'avaient pas les clés de la porte d'entrée de son appartement. C'était à dire aussi. Et là, vous voyez l'attaché de presse. On peut se poser la question si le 11 mars, c'était pas plutôt sa maîtresse et si elle s'est pas réveillée dans son lit avec lui. Alors à ce moment-là, il y aurait toute une autre histoire, que Kathleen, qui devait chercher une amie, est arrivée et qu'elle l'a découvert dans le lit, toute nue avec Claude-François, et que là, une bagarre a éclaté, ce qui expliquerait l'hématome, la grosse bosse sur la tête. Kathleen aurait voulu tuer Claude-François, et puis prise un petit peu de remords d'avoir été nue avec Claude dans le lit, elle aurait finalement couvert Kathleen dans une fausse électrocution en partant de l'histoire de son frère, le frère de Kathleen, qui s'était électrocuté. Pas d'autre choix que d'accepter ça, plutôt qu'elle dise la vérité. Ben voilà, ce jour-là, j'étais pas son attaché de presse, j'étais dans son lit avec lui toute la nuit. Et si c'était ça la vraie version, une histoire de sexe, une histoire où Marie-Thérèse a toujours été en réalité sa maîtresse, et ça depuis plus d'1 an, elle couchait avec lui. Et vous voyez, ça, elle ne l'a jamais révélé, elle ne pouvait pas, sinon Alain-Dominique Perrin ne l'aurait pas épousée. Elle a présenté une histoire un peu farfelue, hein, qui me semble un peu bizarre, que Claude, on devait le vous voyez, qui vous mettait vite la main aux fesses, qui vous traitait de salope. Mais je vous dirais que tout ça, j'y crois, hein. Mais moi, j'y crois dans d'autres circonstances, celles où Claude aurait eu un problème médicamenteux ou autre, et qu'il aurait traité de salope ce jour-là, parce qu'elle mettait du temps à appeler les secours. Alors, tu dépêches, salope, d'appeler les secours, tu vois pas dans quel état je suis. Justement, on a un petit problème avec Marie-Thérèse, que j'aime infiniment, que je ne critique pas. Ce petit problème apparaît, vous l'avez vu, je le dis à Claude-François Junior, dans la collection officielle où elle se confie, et elle dit quelque chose de très précis. Elle est arrivée, Kathleen traînait le corps de Claude-François entre la salle de bain et la chambre, et elle a aidé, elle a apporté son aide pour traîner le corps de Claude. Claude, évidemment, pour traîner son corps, bon, il était KO, hein, cappuccino, KO, parce qu'on ne peut pas traîner le corps d'un homme de 60 kilos. Pour 2 femmes, ça fait 30 kilos chacun. Elles ont traîné 30 kilos chacun, puisqu'elles disent qu'il n'y avait pas d'homme pour les aider. Ça, c'est ce qu'elles disent. Mais nous savons aujourd'hui que Gérard, son chauffeur, était présent avec les 2 femmes sur la terrasse et qu'il aurait pu leur donner un coup de main. Traîner le corps de Claude-François, peut-être en tout, ils étaient 3 personnes. Mais il est clair que Gérard, lui, a disparu de l'histoire jusqu'à nos jours, où on apprend dans un de ses livres qu'il était avec les 2 femmes ce jour-là.
Si seulement la police avait eu une telle information. Eh bien, personne d'entre vous serait sorti de cet appartement sans être questionné en profondeur sur la mort de cet homme qui est encore infiniment aimé aujourd'hui par beaucoup de gens. Alors, je me recoiffe parce qu'il fait... Oh là là, je me coiffe du mauvais côté. Il fait très très chaud. Oh là là, regardez, je transpire. Il fait très très chaud. Donc, revenons à ce passage. Elle arrive, elle voit le corps donc sur le sol, suffisamment inanimé pour que les deux femmes traînent le corps. Claude ne peut pas se mettre debout, il ne peut pas marcher. À ce moment-là, deux femmes traînent un corps, ça fait 30 kilos chacune. Claude pesait 58 kilos à cette époque-là. Donc 58 kilos divisé par 2, ça fait quand même ça fait quand même un beau poids. Ça fait un beau poids pour chaque femme. Ça fait près de 30 kilos chacune à tirer sur le sol. Mais bon, il n'y a jamais eu de reconstitution sur sa mort. On ne sait pas si les deux femmes pourraient ensemble traîner un corps de 60 kilos. Ça, c'est ce qu'elle nous raconte. Je veux dire, c'est ce qu'elle nous raconte, mais dans les faits réels, Marie-Thérèse se contredit à un moment donné. Elle se contredit, nous l'avons vu, vous avez écouté ce qu'elle a dit dans ce Roche. Elle n'a jamais pensé que Claude François était mort. Elle dira dans une autre interview, il en faisait un peu trop, Claude. Il en faisait un peu trop. C'est ce qu'elle a trouvé. Donc, en faire un peu trop, c'est un petit peu difficile. Quand dans la collection officielle, elle nous explique que Claude est sur le sol et que deux femmes, elle et Kathleen, vont traîner le corps. Bon, si cet homme, son corps est traîné, c'est qu'il en fait pas un peu trop. Il est tout nu dans une salle de bain, son corps est traîné. Est-ce qu'on peut dire que cet homme en fait un peu trop? La réponse est non. Et ici, dans ce Roche, elle nous dit à peu près la même chose. Peut-on dire que sa version, ce qu'elle nous explique dans ce Roche, n'est-elle pas cette version contradictoire à la collection officielle? Suivez les précédents épisodes, où dans la collection officielle, elle explique qu'elle est arrivée et avec Kathleen, elles ont traîné le corps. Claude était sur le sol de sa salle de bain, allongé, elles ont traîné le corps. Il était allongé. Bon, si elles ont traîné le corps, comment on peut dire dans deux vidéos, dans une il en faisait un peu trop? En faire un peu trop, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, Marie-Thérèse, vous n'êtes qu'une salope, appelez les secours, pourquoi vous ne voulez pas appeler les secours? Oui, vous n'appelez pas les secours, vous n'avez pas vu ce que j'ai eu, je suis en train de mourir, appelez les secours, voilà, t'es qu'une salope, eh bien lundi t'es viré. C'est ça, je veux dire en faire un peu trop. C'est justement le fait que c'est ça qui s'est passé. Et ce que Marie-Thérèse nous cache, c'est que c'est ça qui s'est passé. Et qu'il y avait plusieurs témoins dans l'appartement qui se manifestent aujourd'hui, parfois dans l'ombre, sur les lettres qu'on reçoit ou devant cette caméra, pourquoi pas. Mais en tous les cas, les témoins qui se manifestent n'ont pas vu la même chose. Dans la mort de Claude François, nous n'avons pas vu la même chose que la version officielle. Nous avons vu autre chose de bien plus intéressant qui va mettre beaucoup de lumière dans cette mort. Ce qui est intéressant, c'est que Marie-Thérèse se contredit entre la version officielle où les deux femmes traînent un corps d'un homme qui est inanimé, et dans l'autre version, il en faisait un peu trop. Dans un autre Roche que nous avons vu là, elle n'a jamais pensé qu'il était mort, elle a pensé qu'il en rajoutait. Mais comment un homme qui est allongé sur le sol, dont le corps est traîné, il en rajouterait? Il fait comment pour en rajouter quand il peut même pas tenir debout sur ses jambes? C'était à dire aussi. Nous voyons que des contradictions, il en existe même sur les personnes elles-mêmes, qui changent un tout petit peu leur version, mais le problème, c'est que de la manière où elles changent leur version, où leur version évolue, c'est comme du jour aux ténèbres, ou la nuit à la journée, ou le soleil et la lune. C'est pas la même version. C'est une totale opposition de version. On trouverait toujours un bon avocat qui dirait bon, elles étaient sous le choc, ou on nous dirait peut-être la vérité. Cette vérité, Claude n'était pas vraiment évanoui. Il a engueulé tout le monde.
Il s'énervait après tout le monde. C'est ce que va révéler Fabien Lecoeuf dans l'agenda de Claude François. Claude s'est énervé avec tout le monde. Ce qui sera révélé aussi, c'est que Claude est mort en donnant des ordres. Il est mort en donnant des ordres. Quel genre d'ordre? Par exemple, je vais vous donner le genre d'ordre que Claude donnait. Marie-Thérèse, bon, t'as pas vu dans quel état je suis, appelle les secours. Je te préviens, tu le fais pas, t'es viré lundi. Oui, bah t'es qu'une salope. Là t'attends quoi? T'attends que je meure? Oh Claude, vous en faites un peu trop, c'est bon, moi, vous cherchez une excuse pour pas aller à l'émission. Allez, arrête de dire des conneries, poufias, connasse, lundi je te vire. Voilà. Voilà la vraie mort de Claude François. Voilà la vraie mort de Claude François. Vous voyez qu'on n'a pas vu la même chose tous. Et des témoins, il y en avait. Parce que beaucoup de personnes se sont tirées de l'histoire. Il y a une personne que je ne veux pas nommer, qui s'est tirée de l'histoire. Il y a une fille qui s'est tirée de l'histoire, qui a vu une toute autre mort. Il y a Geneviève Leroy, il y a Girard. Il y a 4 personnes qui se sont barrées de cet appartement. De 6 personnes, quand les flics arrivent, il n'y a plus que 2 personnes. Et sur ces 2 personnes, il n'y a plus qu'un seul témoin, Marie-Thérèse, qui va effectuer tous les témoignages de mort et traduire ce que lui dit Kathleen. On n'a même pas entendu, la police n'a même pas entendu de Kathleen la vraie version. Kathleen va nous proposer sa version dans un film payant de cinéma de Samy Pavel. Mesdames et messieurs, sortez votre portefeuille dans la mort de Claude François. La police vous dira rien, les juges vous diront rien, personne ne vous dira rien, ni la presse. Par contre, maintenant, vous raquez la monnaie, allez au cinéma voir le film documentaire avec les vraies personnes et voyez ce que révèle ce film, La mort de Claude François. Kathleen parle dans le film. Non, ça c'est du business, ça ne peut pas avoir été couvert par un tribunal. Kathleen ne peut pas nous dire qu'un tribunal a accepté une telle chose, que jamais la vérité soit dite de sa bouche ni écrite de sa main. Là, il y a autre chose. Et puis il y a aussi l'appel de l'ambassade des États-Unis qui demande au président Valéry Giscard d'Estaing de couler l'enquête. On vous parle de couler cette enquête. Vous prenez un dossier, vous le jetez à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Le dossier, il va couler un certain moment, puis il va remonter, et puis quand les feuilles seront bien humides, quand le dossier aura pris beaucoup d'eau, l'humidité va s'envahir au niveau des feuilles et du carton, et il va recouler. La mort de Claude François, c'est un dossier qu'on jette dans une mer, qui remonte un certain temps et qui coule pratiquement définitivement. Mais si cette mort n'a pas coulé définitivement, c'est parce qu'il y a une raison principale. Si cette mort ressurgit aujourd'hui, à travers tout ce que je vous dis, c'est parce qu'il n'y avait pas 2 personnes, mais 6 dans cet appartement. Et c'est ça le vrai secret de la mort de Claude François. Si aujourd'hui il est possible de faire ressurgir toute cette histoire, c'est parce que nous étions nombreux dans cet appartement. Il y avait beaucoup de monde. Et cette fille de 15 ans qui s'est tirée avec son sac à main et qui n'a pas voulu, devant les flics, dire ce qui s'était réellement passé, mais qui a eu assez de courage pour dire à sa sœur que Claude François n'était pas mort électrocuté, de lui téléphoner sur son liste rouge et de lui dire qu'elle était seule dans la salle de bain avec Claude François. Il n'y avait ni Marie-Thérèse, ni Kathleen, elle n'était pas là, elle était toute seule, affolée, elle ne savait pas quoi faire. Une petite jeune fille de 15 ans qui explique que Claude était devant elle, il parlait, il a glissé, sa tête a violemment heurté l'arrière de la salle de bain, il a été pratiquement assommé, dit-elle. Ce qui confirme alors que les 2 femmes ont traîné le corps. Je parle Kathleen et Marie-Thérèse, et elle ne sait pas quoi faire. Non, il a une bosse sur la tête, elle pense que c'est pas très grave, mais il a été assommé. Elle rappellera plus tard et ne venez pas à l'appartement, je vais trouver quelqu'un pour m'aider. Donc on doit être conscient que la mort de Claude François, la première version, c'est ça. C'est ça qu'entend sa sœur. Je me rapproche près de la caméra. Voilà, c'est ça qu'entend sa sœur. Elle n'entend pas une histoire d'électrocution. Après, il va y avoir une confusion. Marie-Thérèse lui téléphone, lui explique que Claude François s'est électrocuté. Pourtant, dans d'autres interviews, nous voyons que la sœur de Claude François se contredit. Elle expliquera avoir appris que sur place, quand elle s'est déplacée, que Claude était mort électrocuté. Elle ne l'a pas appris avant et que ça l'a gênée d'apprendre ça sur place. Alors, comment a-t-elle pu apprendre sur place, dans son appartement, qu'il était électrocuté, alors que dans une autre interview, la sœur de Claude François explique tout le contraire, que c'est Marie-Thérèse par téléphone qui l'a averti d'une électrocution.
Nous voyons alors que même sa sœur s'est contredit, et la contradiction est quand même assez énorme. Suffisamment pour qu'un tribunal se pose des questions, et que toute l'histoire, eh bien, coule comme un poisson, le poisson coule. Un poisson coule, ça veut dire quoi? Eh bien, un poisson peut tenir dans l'eau, il a des réserves d'oxygène, il emmagasine de l'eau, il la boit, il respire comme ça, mais voilà, parfois un poisson coule. Et quand un poisson coule, il coule un certain temps et remonte. C'est pas rare de voir un poisson flotter. Ainsi, nous voyons que ça soit la sœur de Claude François ou Marie-Thérèse, ils se sont tous contredits beaucoup trop. Et on doit alors se poser une question, est-il possible que la mort de Claude François soit une union de personnes, c'est-à-dire une communauté de gens entre eux qui ont entièrement falsifié la vérité et qui ont entièrement monté cette mort? Est-il possible que dès le départ, la sœur de Claude François était dans le coup de cette histoire? Parce que peut-on présenter deux versions différentes? Peut-on dire dans une version qu'elle a appris de Marie-Thérèse au téléphone que Claude s'était électrocuté, et peut-on dire qu'à partir d'une autre vidéo, dont ces versions sont passées partout, aux chaînes de télévision, que quand elle est arrivée sur place, elle était gênée. On lui avait dit que Claude avait une bosse sur la tête, soudain elle apprend qu'il est mort électrocuté, elle ne comprenait pas. Oh, doucement, comment ça? Elle est sur place, elle ne comprenait pas cette histoire, alors que Marie-Thérèse en avait parlé au téléphone? Pourquoi une telle contradiction de la même personne? Eh bien, l'explication serait que Claude François n'est pas du tout mort comme on nous l'explique, et qu'ils étaient tous complices du premier au dernier. Et on va finir par croire que la mort de Claude François, c'est une collectivité de complicité entre diverses personnes, dont 4 qui sont parties, et pourquoi pas même sa sœur qu'on pourrait maintenant inclure. Ou alors elle n'a pas une mémoire très bonne, et ne se souvenait plus quand elle est arrivée à l'appartement en état de choc, que Marie-Thérèse lui avait dit ça au téléphone. Mais quand même, quand quelqu'un vous dit au téléphone « Claude est mort électrocuté », et que vous dites les deux versions en télévision, une où il est mort électrocuté, vous l'avez appris par Marie-Thérèse au téléphone, et une autre où vous arrivez sur place et vous l'avez appris par hasard sur place, alors qu'il avait une bosse sur la tête, vous ne comprenez pas cette histoire, c'est quand même du grotesque absolu. C'est énorme que même sa sœur nous présente deux versions de l'histoire, à moins que Claude est mort 2 fois ou qu'il n'est pas mort. Bon, bah dis donc, je vais finir par croire qu'il est même pas mort, Claude. Il est où? Il se balade? Il fait du jogging entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. C'est quoi cette histoire? C'est que là, on a le doute qu'il est mort quand on nous raconte des telles balivernes. Et d'ailleurs, le doute s'amplifie quand on écoute sa sœur. Écoutons maintenant sa sœur. Écoutez ce que nous dit sa sœur. Écoutons en boucle. Ouvrez vos oreilles. Hein. Dans la mort de Claude, c'est le moment d'ouvrir ses oreilles. Attendez pas trop. Hein. Dans 10 ans, vous n'aurez peut-être plus d'oreilles pour entendre. Alors écoutez. Je me disais, dans un moment, il va faire un bond, il va me dire, c'était une blague, je t'ai fait une blague. Je me disais, dans un moment, il va faire un bond, il va me dire, c'était une blague, je t'ai fait une blague. Je me disais, dans un moment, il va faire un bond, il va me dire, c'était une blague, je t'ai fait une blague. J'ai jamais pensé que il pouvait être mort ou que ce soit... Très sincèrement, j'ai même pensé qu'il en rajoutait pour se trouver des excuses à son retard, encore une fois. J'ai jamais... Voilà, je vous ai fait entendre la sœur de Claude François et Marie-Thérèse, l'unique témoin de la mort de Claude François. C'est une histoire incroyable. Comment cette fille, qui est soi-disant son attachée de presse, se retrouve, alors qu'il y avait 6 témoins, à être l'unique témoin de sa mort, puisque Kathleen n'a pas été témoin direct de la mort de Claude. Elle a dit sa version à Thérèse, qui, elle, a traduit sa version à la police. Alors la première fois que Kathleen parle, c'est dans le film de Samy Pavel, et elle nous raconte des choses, mais invraisemblables. Elle nous explique qu'elle a couru vers Marie-Thérèse, elle a couru pour lui demander d'appeler les secours, mais Marie-Thérèse, dans la collection officielle, ne nous dit pas ça. Non, elle est très loin d'avoir couru vers elle. Quand Marie-Thérèse la découvre, elle traîne le corps de Claude François dans la salle de bain. Kathleen n'est jamais venue vers elle. On voit que le film de Samy Pavel,
c'est surtout un film pour ça. On va l'accuser d'avoir fait un peu d'argent quand même dans cette histoire. Est-ce que ça l'a aidé à payer son appartement? Et je voudrais pas être trop méchant, mais c'était à dire aussi. Vous allez me dire, on comprend pas que François est mort. Oui, il est mort. Enfin, en tous les cas, la version officielle nous dit qu'il est mort électrocuté. La version officielle nous dit qu'il est mort. La même version officielle nous dit que 10 jours après, son cercueil a été kidnappé et qu'ils n'ont même plus le corps de Claude François. La version officielle nous dit tellement de choses, qu'ils se contredisent tout le temps, qu'on se demande s'il y a une version officielle de sa mort. C'était à dire aussi, existe-t-il une vraie version officielle? Il y en a plusieurs. Hein, il y a plusieurs versions officielles, faisons un peu d'humour, parce que c'est la vérité. Hein, c'est pas une version unique, c'est une version qui est en plusieurs morceaux, détachés les uns des autres, dont rien ne se regroupe entre les témoins, et parfois chaque témoin a 2, 3, 4, 5 versions différentes de sa mort. Dans notre série d'émissions, j'ai réussi à prouver que chaque témoin avait au moins 4 versions différentes de sa mort. C'est à croire qu'il n'est pas mort, le pigeon de la baignoire. Oui, le pigeon de la... Vous allez me dire un pigeon dans une salle de bain ou ailleurs. À Paris, c'est pas ce qui manque, les pigeons au-dessus de la ville, qui vous chient sur la tête. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous jette des miettes de pain dans cette histoire. Parce que les pigeons, qu'est-ce qu'on jette à un pigeon? C'est des miettes de pain. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est une expression française, toi t'es un pigeon, ça veut dire quoi? Eh bien toi, dans la mort de Claude François, on te jette des miettes de pain, t'as pas le droit d'avoir le sac de graines pour les pigeons. Et moi, je viens vous distribuer le sac de graines. Vous allez dire, tu nous prends pour un pigeon. Non, vous avez déjà le sac de graines. Et puis vous ferez quand même votre opinion par votre propre cerveau. Je pense qu'il y a quand même des pigeons suffisamment intelligents pour choisir les graines plutôt que les miettes de pain. On s'est compris. Et d'ailleurs, un pigeon est très intelligent. Jetez des miettes de pain, jetez des graines, et regardez, eh bien le pigeon abandonne les miettes de pain et se jette sur les graines, et il se jette dessus, parce que les graines, il peut les conserver plus longtemps. Alors que les miettes de pain, il a aussi plus de mal, et il n'a rien à manger, et ça gonfle, et il n'a rien à manger. Alors que les graines, avec quelques graines, il a plus de nourriture que beaucoup de miettes de pain. Alors vous me direz, bon maintenant, on doit en venir au fait. Dans cette émission exceptionnelle, on découvre que la sœur de Claude François explique qu'elle ne pensait pas qu'il était mort et qu'il allait faire un bond. Même problème quelques heures plus tard. La sœur de Claude François attend sa mère. Sa mère vient finalement. Au départ, pourquoi elle l'attend? Parce que sa mère passe à l'appartement du docteur Elbaz. Mais au départ, c'est bien Josette qui a pris en voiture sa mère pour l'amener à Paris. Ça, c'est très secret. Puis, arrivée à Paris, elle parle au docteur Elbaz. Le docteur Elbaz dira beaucoup plus tard qu'il pensait que Claude était mort parce qu'il avait les jambes raidies, mais qu'il n'a jamais constaté réellement sa mort. Il n'a pas constaté que le pouls ou le cœur était arrêté. Il a juste jugé qu'en touchant ses jambes, il était mort. Et bien mort, dira-t-il. Mais la mère de Claude François en rajoute une couche. Il est 22h, un peu plus même, quand elle dit « Non, mon fils n'est pas mort, il a les mains chaudes. Docteur Elbaz, regardez-le, inspectez-le, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et le docteur Elbaz, plutôt que lui dire « Écoutez, il est mort, il est raide, regardez, il est raide, il n'a pas les mains chaudes, il est raide », plutôt que de dire ça, il lui fait une injection de force par intraveineuse, une piqûre. C'est un exercice illégal de la médecine, on n'a pas le droit de faire de telles choses. Il ne s'est jamais justifié, mais c'était quand même un bon médecin. Il a pensé peut-être qu'un calmant lui ferait du bien. Bref, est-ce qu'on peut calmer une mère qui sent les mains chaudes de son fils? Eh bien, le mieux pour la calmer, c'est de lui dire « Vous avez raison ou vous avez tort, mais le dialogue est préférable à la drogue. » Et pourtant, il y a eu une injection de drogue faite par le docteur Elbaz dans les veines de la mère de Claude François pour qu'elle arrête de parler devant les gens qui étaient là, que Claude François n'était pas mort. C'était à dire aussi, puisque c'est ce qu'elle disait devant des témoins, elle expliquait autour d'elle que Claude François n'était pas mort. Alors, entre Marie-Thérèse qui explique qu'il en faisait un peu trop dans une vidéo et dans celle-ci, elle dit à peu près la même chose. Et puis sa sœur qui dit moi je m'attendais qu'il se lève du lit, qu'il me dise c'était une blague. Alors on va lui faire une petite blague à Josette. Josette, c'est son surnom, donc Marie-Josée. J'ai préparé une petite blague, elle est pas mal du tout. Tiens, ça c'est une photo de mon coco. Bisous à mon coco. Alors j'ai préparé une petite blague très amusante.
Donc tu t'attendais à ce que ton frère se lève du lit et te dise c'était une blague. J'ai une nouvelle incroyable à te dire. 50 ans après ma mort, je vais te dire quelque chose devant cette caméra. C'était une blague. Tu n'as quand même pas cru que j'étais mort. Voilà, ça c'est amusant. C'est amusant, un peu d'humour fait du bien. Elle aura attendu 50 ans pour savoir la vérité. Mais pourquoi je fais cette plaisanterie de mauvais goût pour certains? Parce que elle a attendu 50 ans pour savoir la vérité. Vous avez attendu 50 ans pour savoir une vérité. Mais laquelle est vraiment vraie? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Suivez la prochaine émission, Claude François sa mort. Et, sans humour, bien sûr, allons un peu plus profondément dans la vie et la mort de Claude François. Je voudrais dire simplement à sa sœur que on doit comprendre qu'elle n'a jamais vérifié le pouls et n'a jamais constaté que Claude était mort. Le docteur Elbaz non plus n'a pas vérifié son pouls. Kathleen n'a jamais vérifié que son pouls ne battait plus. Et Marie-Thérèse, unique témoin de sa mort, n'a jamais vérifié que le pouls ne battait pas. C'est le pompier qui s'est approché d'eux et a dit « il est mort ». Mais ensuite, personne n'a vérifié, même pas le docteur Elbaz. C'est pour ça qu'on devait parler aussi de temps en temps d'un Claude François vivant. Quand vous entendez sa sœur dire ça, et réécoutons ce qu'elle dit parce que c'est vraiment intéressant. Écoutez à nouveau. Je me disais, dans un moment, il va faire un bond, il va me dire, c'était une blague, je t'ai fait une blague. Je me disais, dans un moment, il va faire un bond, il va me dire, c'était une blague, je t'ai fait une blague.